Selon certains, passer sous une échelle ou encore briser un miroir porterait malheur. Au contraire, un trèfle à quatre feuilles porterait bonheur. Ce sont en tout cas des superstitions bien ancrées dans la culture populaire, mais il en existe une multitude, parfois même insoupçonnée. Bonjour et bienvenue dans le Mag sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Evelyne Keller. Bonjour Evelyne. Bonjour. Vous êtes auteur du livre 301 superstitions aux éditions L'Opportun. Alors par le passé, vous aviez déjà écrit un livre qui s'intitulait Je ne suis pas superstitieux, j'ai peur que ça me porte malheur. Oui. On voit donc que c'est un sujet qui vous tient à cœur ou au moins un sujet qui vous intéresse. Pourquoi? Parce que depuis que je suis petite, je m'intéresse aux histoires que l'on me raconte. Donc j'aimais beaucoup les traditions des grands-mères. Fais ceci, ne fais pas cela, ça porte bonheur, ça porte malheur. Donc c'était déjà une attention. J'ai très vite lu des mythes, des contes et légendes, des mythes, et toujours ça apportait de l'eau au moulin, des superstitions ou de ce qui portait chance. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt ce qui portait chance. Alors justement, vous avez parlé du fait que vous avez lu beaucoup de contes. Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont influencé plus que d'autres? Dans les contes, j'aimais beaucoup le dieu Odin et ses deux corbeaux noirs, Huguin et Menin, qui rapportaient les nouvelles de ce qui s'était passé dans le monde. Oui, voilà, je me suis intéressée à ça. Est-ce qu'aujourd'hui ça influence votre manière d'écrire, vos choix dans l'écriture et les sujets que vous traitez? Je suis toujours intéressée par les mythes, les contes et légendes, et j'essaie toujours d'en trouver de nouvelles. Au départ, je m'intéressais à ce qui était autour de moi, donc les grands-mères, la France. Après, j'ai cherché les traditions des pays un peu plus lointains. Et puis après, je me suis intéressée à l'Asie carrément, en cherchant qu'est-ce qui portait bonheur là-bas. Voilà. Oui, c'est toujours un centre d'intérêt. Alors justement, dans votre livre, vous recensez 301 superstitions. Euh, Comment on s'y prend pour justement trouver autant de superstitions et ensuite faire un choix parmi toutes celles qu'on trouve, parce que je suppose qu'il en reste encore d'autres que vous n'avez À pas utilisées. découvrir, bien sûr. Alors, j'ai un esprit encyclopédique, c'est ma formation, donc j'ai commencé à faire des fiches. Dès que j'avais une idée, porte-bonheur ou porte-malheur, j'avais une petite fiche cartonnée, je mettais le sujet et je l'écrivais. Et j'ai fait ça pendant un an. Donc, au bout d'un an, j'avais collationné un certain nombre de traditions, de superstitions, et je les ai mises en ordre. Et ça a fait un livre. Et alors justement, vous dites qu'il en reste encore d'autres à découvrir. Comment vous avez fait votre choix parmi toutes celles que Et vous ben, aviez trouvées? c'est la richesse des gens que l'on connaît, que l'on rencontre et à qui on demande. Moi, je sais que j'étais encore avec des amis dimanche. Je savais que je venais ici et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui porte bonheur pour toi? Ouais, et j'ai appris d'autres choses. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le domaine de ce qui porte bonheur ou malheur, ce n'est pas une case avec des murs étanches. On peut tomber dans le domaine de la préscience, de l'intuition. Et tous les amis qui étaient là m'ont donné des exemples de dire, moi je ne sais pas pourquoi, mais ça m'arrive de freiner brusquement ou de tourner à gauche et à chaque fois j'ai évité un accident qui aurait été mortel. C'est de la chance, c'est de la superstition, voilà. On n'a pas toujours la réponse de quel domaine ça vient. Alors vous avez dû sûrement avoir un nombre d'heures conséquentes dédiées à la recherche de ces superstitions. Combien de temps ça vous a pris entre le moment où vous décidez de faire ce livre et le moment où il paraît? Alors là, c'était pas forcément mon idée première, c'était une idée de l'opportun qui m'ont dit vous devriez travailler là-dessus. On voudrait sortir un ouvrage. Moi, je venais de faire un livre sur les mots secrets de A à Z et qui était un livre ésotérique. On n'est pas très loin, mais c'est pas le même sujet. J'ai commencé donc à collationner, à lire, à rechercher, à aller sur Internet, à faire parler les gens, me souvenir de ce que me racontaient mes parents, les grands-parents, les arrière-grands. Voilà. Alors au-delà Mais j'ai pas de... répondu en nombre d'heures parce que j'ai pas un esprit mathématique. Je ne calcule pas et j'aime pas les chiffres. Alors peut-être en termes de mois, de semaines, vous avez peut-être un ordre d'idée. Je travaillais tous les jours. Donc oui, c'est un travail de longue haleine. Et puis après, je cherchais à me dire, mais on ne parle pas du tout de tel sujet. Donc d'essayer de me renseigner sur le sujet qui me manquait. Alors comment on part d'une superstition et ensuite comment on cherche le côté qui porte malheur, bonheur, comment on arrive à la développer, comment on se documente finalement sur ce sujet? Mais dès qu'on a le mot, par exemple, le chiffre 17, parce que j'ai traité les chiffres, voilà, eh bien j'ai tout de suite vu que c'était un chiffre qui portait malheur pour les Italiens, mais que pour eux, parce qu'ils vont l'écrire en chiffre romain, et 17 va s'écrire Vixi, j'ai vu, ce qui veut donc dire, ben maintenant je suis mort.
Donc ça porte malheur. Il n'y a pas de chambre 17. Voilà. Quand on va en Italie, c'est le chiffre 17 et pas 13 qui porte malheur. Et puis, à contrario, des choses qui portent malheur dans un pays peuvent aussi porter bonheur dans un autre. Non, pas franchement, ça j'ai pas trouvé, mais j'ai surtout trouvé des choses parallèles, des traditions qui se recoupent. Notamment au niveau des couleurs. Par exemple, les comédiens sont extrêmement superstitieux, ne porteront jamais de vert. En Italie, c'est le violet. Donc il faut aller creuser dans la culture et trouver pourquoi, quel est le petit élément de départ qui a fait que c'est devenu pour eux une superstition. Alors, au-delà de nous faire sourire, ce livre apporte aussi quelques informations qui enrichissent nos connaissances par l'intermédiaire de petites anecdotes, parfois, comme vous venez d'en parler. Est-ce que, pour vous, c'était une volonté d'avoir une portée quelque peu éducative à travers ce livre? Je pense notamment au fait d'apprendre que Louis XVII était superstitieux, que le symbole du chat était quelque chose de sacré en Égypte, que le rapport de l'homme au temps, il existe depuis la préhistoire. Est-ce que c'était vraiment une volonté pour vous d'avoir cette portée un peu éducative? Oui, parce que de formation, j'étais dans l'enseignement, donc j'ai un côté très pédagogique et j'aime bien qu'on comprenne. Et moi-même, j'aime comprendre en allant à l'origine des mots. Donc ça va loin. On a souvent les explications en regardant comment le mot est fabriqué déjà. Alors, on a beaucoup parlé de votre livre, à présent on va quand même parler un petit peu de vous. Cet ouvrage, c'est déjà votre 6e, si je ne m'abuse. Peut-être plus que ça, mais enfin bon. Peut-être plus. Selon mes recherches, c'était 6e. Oui, c'est ce que j'ai donné. Mais comment vous est venue l'envie de vous lancer justement dans l'écriture? Mais ce qui est très amusant, c'est que quand j'étais petite, je n'aimais qu'écrire et que dessiner. Et mon père se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Voilà. Donc j'ai fait des études littéraires et je ne pensais pas à écrire directement parce que je respectais beaucoup la chose écrite et je me disais, mais il faut avoir quelque chose à dire. Et parallèlement à ça, je peins, donc je suis peintre. Et j'ai travaillé pour d'autres éditions qui avaient vu des peintures que j'avais faites. Et Hachette m'a proposé donc d'écrire la peinture sur soi de A à Z. Tous les livres que j'ai écrits, on me les a commandés. Est-ce que potentiellement un jour proposer de vous-même un livre, ça pourrait vous arriver? Est-ce que c'est une possibilité qui vous intéresse? J'ai un roman sous le coude, mais ça c'est carrément autre chose. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus au moins J'ai travaillé très longtemps aux éditions du Rocher sur notamment des sujets paranormaux. C'est un sujet que je connais bien. Et j'ai eu l'idée de faire une sorte d'Indiana Jones en jupon qui se servait de tout ce qu'elle connaissait de paranormal pour retrouver un trésor gaulois perdu. Voilà. Alors, vous avez évoqué votre entourage lorsque vous nous disiez que vous étiez passionné d'écriture petite. Justement, comment ils l'ont pris lorsque vous leur avez dit, alors même si la carrière et le fait d'être un peu plus expérimenté a peut-être rassuré, comment ils l'ont pris lorsque vous leur avez dit, OK, je vais écrire un livre maintenant? Lequel vous parlez de celui-ci ou du tout premier? Du tout premier. Mais comme ils me l'avaient demandé, je leur ai apporté avec les dessins qui allaient avec. Ils ont été contents. Donc du coup, on m'a demandé d'en faire un sur la poterie. Après, j'ai enchaîné des sujets comme ça. Le seul sujet où... Alors, je travaillais pour les éditions de Vecchi. On trouvait que je faisais beaucoup d'annotations en marge ou que je corrigeais beaucoup. Et j'ai dit, mais il n'emploie pas le bon mot. J'ai dit, à l'heure des charges, il n'y a pas de dictionnaire. Et le patron de Vecchi m'a dit, écrivez-le. J'ai dit, écrire un dictionnaire, ça va prendre beaucoup de temps. Il m'a dit, prenez le temps que vous voulez, quand il sera fait, je l'éditerai. Et c'est donc les mots secrets de A à Z. C'est le seul où c'est moi qui ai proposé de le faire. Mais du coup, vos parents, votre entourage, vos amis, votre famille, comment ils ont pris le fait que vous vous lanciez dans l'écriture? Est-ce qu'ils vous ont soutenu? Est-ce qu'au début, ils vous ont un peu essayé de vous freiner? Je travaillais dans l'édition. J'ai commencé par m'occuper des bouquins des autres. J'étais éditrice. Donc, j'avais des idées, mais ça les a amusés de voir qu'effectivement, j'écrivais des bouquins. Donc pour vous, c'était en quelque sorte une suite logique. C'était logique, voilà. Et ce qui est amusant, c'est que le roman, qui n'est toujours pas publié, je l'ai fait lire à mes parents et ma mère prenait vraiment pour argent comptant tout ce qui était dedans. Elle dit, mais il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. J'ai dit, mais c'est une histoire. Et alors, les romans, on sait que par les temps qui courent, c'est très à la mode de les adapter en film ou en pièce de théâtre même parfois. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser personnellement? Tout à fait, parce que je l'ai fait lire à Frédéric Hébrard, qui avait donc écrit La Demoiselle d'Avignon, et qui a été emballée par le livre. Elle m'a dit, il faudrait le proposer à tel éditeur, qui l'a lu, et qui m'a dit, mais il faudrait le raccourcir. Et j'ai dit, je ne veux pas le raccourcir, donc j'ai refusé de le couper. Et alors, du coup... Et ben, il est dans mes cartons. Mais étant donné que vous souhaitiez justement l'adapter, est-ce que ça a une influence sur la manière d'écrire
Et si oui, J'ai dans quelle écrit en mesure? dialogue. Ça veut dire que je pensais au film, je me disais quelle est la fille qui va jouer le rôle principal. J'ai même contacté Charlotte Caddy, qui avait l'âge du rôle. Et elle a été emballée aussi. Et elle n'a pas voulu qu'on prenne ce que j'avais écrit sans que ça soit publié, parce qu'on pouvait capter l'histoire sans rétribuer l'auteur. Voilà. D'accord, très bien. Merci Evelyne Keller d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre 301 superstitions aux éditions L'Opportun. Merci à l'ISCPA et aux équipes techniques de nous avoir accueillis dans leur studio. Le MAG, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo et sur notre site et notre application Radio Sensation.